Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer un bilan de la saison qui vient de se terminer. On va parler des joueurs et des équipes qui ont marqué l'année et qui seront à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Pour parler de tout ça, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charles, on avait fait une promesse à nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent régulièrement. On avait dit qu'on ne parlerait pas aujourd'hui ni du 8, ni des Nuggets. On va essayer de tenir cette promesse. Ce que je t'ai proposé, c'est de sortir, toi et moi, 3 sujets chacun. Des choses qui nous ont à la fois marqué ou qui nous ont semblé particulièrement intéressantes cette saison et qui vont avoir ils vont avoir des conséquences soit sur l'intersaison, soit sur l'intersaison et la saison prochaine, la draft, enfin bref, tout ce qui est en train de venir maintenant. Voilà. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, tous les deux. Donc, si tu permets, je vais te griller la priorité et je vais d'abord te parler de mon premier sujet. Es-tu prêt à entendre le sujet que je te propose ? Je suis prêt, j'ai peur de ce qui va suivre. Moi, je voulais te parler d'un truc qui s'appelle deux joueurs, Zion Williamson et Ja Morant, la draft NBA de 2019. On n'est pas loin de parler de malédiction bientôt, on va revenir sur ce terme bientôt, mais là, on termine cette saison 2022-2023 avec les 2 premiers choix de cette draft, Zion et Ja Morant, considérés à l'époque comme deux futurs superstars. Et ils ont un peu concrétisé ça dans les 3 premières saisons qu'ils ont passées en NBA. Mais aujourd'hui, le constat est un peu marquant, frappant, décevant. Zion Williamson est incapable de rester en bonne santé. Il est constamment questionné sur sa réelle motivation à maintenir un état de forme qui lui permet de rester sur le terrain et éviter les blessures. Il vient depuis peu d'inscrire son nom à la une des tabloïds américains avec des histoires impliquant des actrices de charme. Ja Morant, pour sa part, est dans l'attente d'une suspension qui pourrait être particulièrement sévère après s'être exhibé pour la 2e fois avec des armes à feu sur les réseaux sociaux, à quelques semaines d'intervalle, après avoir promis la première fois qu'on n'y reprendrait plus. Charles, à quel point tout cela te paraît décevant et à quel point es-tu confiant de voir ces situations évoluer dans le bon sens ? Oula, être confiant, ça me semble compliqué aujourd'hui. Les 2 cas sont différents. On sait que par exemple avec Zion, les soucis sont aussi et surtout liés au professionnalisme, à son éthique de travail. On a déjà vu il y a quelques semaines CJ McCollum essayer de le faire réagir un peu en expliquant à la presse que tout dépendait de lui et de son envie de devenir un joueur capable de marquer l'histoire de la ligue. Pour beaucoup, il a ce potentiel-là, Zion, ça me semble assez clair. À chaque fois qu'il a été sur le parquet, il a été extrêmement impressionnant. Mais c'est compliqué. Là, ça fait combien de temps, là, Zion? Il a disputé 3 saisons, en gros, plus une où il a pas joué un seul match. Donc ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue. Bon, c'est un peu inquiétant, et c'est aussi pour ça qu'on commence à voir fleurir ici et là des rumeurs sur le fait que les Pels pourraient être ouverts un trade à Zion. Ça évoque la volonté de monter à la draft, mais en fait la question elle est surtout c'est pas une problème de franchise en fait pour Zion. S'il a des soucis de professionnalisme et d'éthique de travail, il va falloir qu'il revoie son entourage, qu'il revoie son approche du basket, et c'est obligatoire. Et pour Ja Morant, les choses sont encore plus compliquées, et Adam Silver s'est exprimé sur le sujet en marge des finales NBA, et rien que le fait de vouloir attendre la fin des playoffs pour rendre le verdict en dit long sur la gravité de l'affaire aux yeux d'Adam Silver, qui veut probablement soit faire un exemple, soit au moins faire passer un message clair. Il avait déjà été suspendu, il avait pris 8 matchs en début d'année, c'était une suspension qui était plutôt légère, et à l'époque, la NBA avait essayé de faire preuve de pédagogie. Adam Silver avait rencontré le joueur, avait discuté avec lui, il avait parlé des conséquences, des questions de sécurité, bref, j'en passe. Et en fait, à l'époque, le discours était plutôt positif. Adam Silver disait il a reconnu que c'était des faits très graves, il prend tout ça très au sérieux, il s'est engagé à améliorer les choses. Bon, et finalement, rebelote quelques mois plus tard. Et là, forcément, pour la NBA, l'enjeu, il est important, parce que au-delà de l'image de la ligue, dont Adam Silver est le garant, il y a aussi la question de l'autorité.
ça donne un peu l'impression que Ja Morant s'est foutu de lui sur cette fameuse discussion qu'on a eue où Ja Morant avait promis à l'époque qu'il allait tirer des leçons de tout ça, qu'il avait compris le problème, etc. Bon, on va voir quelle sera la sanction concrète, ça devrait tomber assez rapidement, mais les conséquences à la fois pour le joueur et pour la franchise pourraient être importantes, et c'est triste, parce que qu'on aime les Grizzlies ou pas, on ne peut que souhaiter que la situation s'améliore pour le joueur, parce que Ja Morant est un incroyable joueur de basket, c'est un atout incroyable pour la ligue, à condition qu'il se concentre sur le basket et qu'il assainisse son environnement. Oui, tout à fait. Si tu veux bien, on va d'abord s'intéresser au cas de Zion Williamson. Je voulais commencer par parler de lui parce que, chose incroyable, on entend là le fait que les Pelicans sont en train de réfléchir à un échange éventuel pour essayer de grimper dans la draft avec les yeux posés sur Scoot Anderson qui a beaucoup impressionné pendant ses workouts et qui impressionne de toute façon beaucoup de monde sur la planète NBA actuellement de par son côté prêt à l'emploi dès qu'il va mettre un pied sur le terrain. Ouais. Et si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, on a eu du côté des Pelicans, en tout cas, moi, les rumeurs que j'ai vues beaucoup concernant ces transferts, j'ai rarement vu le nom de. C'est quoi? C'est soit ils transfèrent Brandon Ingram ou Zion Williamson pour récupérer ce pic de draft. Soit avec Charlotte, soit avec Portland, en fonction de qui va prendre Scoot Anderson en deuxième position ou en troisième position. De ce que j'ai vu pour l'instant, Brandon Ingram, je n'arrête pas de voir des messages qui disent Brandon Ingram, aucune intention de la part des Pelicans de s'en séparer. Ils veulent le garder. C'est un mec autour duquel ils veulent construire. Zion Williamson, on a pu entendre les insiders dire j'ai un doute sur le fait que les Pelicans ne commencent pas la saison sans Zion Williamson dans l'effectif. Alors, voilà, c'est une façon de dire ça serait étonnant de la part des Pelicans de vouloir se débarrasser de Zion Williamson pour faire venir Scoot Anderson. Il y en a qui disent mais les Pelicans voudraient essayer d'associer Scoot Anderson à Zion et à Brandon Ingram. Tout ça, ça commence à relever un peu du rêve quand même. C'est complètement du fantasme. Voilà, enfin, je veux dire, il y a un moment, l'équipe qui prend en deux ou trois positions de cette draft, elle va pas accepter un deal avec Alvarado, CJ McCollum ou je ne sais qui d'autre. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, c'est forcément soit Ingram, soit Zion, à mon avis. Oui, c'est clair. Et de ce que je vois pour l'instant, ça me semble... C'est assez fou de se dire que Zion Williamson pourrait être dans la balance. En tout cas, j'ai l'impression clairement qu'il y a un changement de tonalité au sein de ce club, au sein de cette franchise, dans sa relation avec Zion Williamson, dont le contrat, dont la prolongation qu'il a signée va entrer en action dès le début de la saison prochaine. Il n'est que partiellement garanti en fonction des blessures des matchs joués. Shams Charania de The Athletic a annoncé ces derniers jours-là que Teresa Witherspoon, qui était une des membres du coaching staff des Pelicans, venait d'être remerciée par les Pelicans, alors qu'elle était réputée comme étant extrêmement proche de Zion Williamson. Toutes ces informations, alors moi je n'ai aucune certitude et aucune vérité à balancer au micro aujourd'hui, mais quand je fais le cumul de toutes ces petites informations qui viennent les unes après les autres, je me dis que clairement, il y a une ambiance clairement qui a changé entre Williamson et les Pelicans. Ouais, alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, effectivement, le départ de Teresa Witherspoon, on peut aussi se dire que c'est un signe positif montré par la franchise. Peut-être tout simplement que la franchise des Pels en a marre de voir que Zion Williamson est incapable de faire preuve de professionnalisme, qu'il a pas du tout une bonne éthique de travail et qui se dit bon c'est bien mignon de te laisser être entouré par des gens que tu apprécies, avec qui t'es potes, mais maintenant on va t'entourer par des professionnels qui vont te faire bosser et on va voir si ça se traduit par des éléments concrets. Donc, tout à fait. Sachant que la relation entre la franchise et Zion Williamson est réputée comme étant moyenne, voire mauvaise depuis son entrée dans la ligue bientôt. Voilà, c'est ça. Donc je comprends très bien qu'on nous a dit que Zion Williamson la considérait comme sa grande sœur, etc. Ok, c'est super. En attendant le principe de la ligue des joueurs, on en a soupé. Voilà, il faut prendre exemple sur des franchises qui se comportent de manière extrêmement professionnelle et qui nomment des personnes qui sont compétentes à des postes qui sont importants. Si là c'est ce qui se passe, tant mieux. Si c'est juste une petite vengeance de la franchise, tu vois, qui veut punir Zion pour son comportement et qui décide de virer sa grande sœur, bon, c'est différent, mais j'ai beaucoup de mal à y croire.
L'autre élément que tu as évoqué, c'est le potentiel trade pour Scoot Anderson. Moi, je t'avoue, c'est quelque chose que je ne comprendrais absolument pas. Les Pelicans, c'est une équipe qui joue depuis 2 saisons consécutives le play-in. C'est une équipe qui doit passer un cap, et passer un cap, ça passe par autre chose que de mettre la main sur un nouveau rookie qu'il faudra développer. Aujourd'hui, Zion Williamson, quand il est sur le parquet, il a une production qui est monstrueuse. On parle d'un mec quand même qui tourne à, je sais même plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était 26 ou 27 points pour 7 ou 8 rebonds. Enfin bref, c'est vraiment impressionnant. C'est un très fort joueur. Aujourd'hui, si tu te débarrasses de Zion et que tu ramènes à la place un rookie qui certes a un potentiel qui intéresse beaucoup de gens, mais ça reste du potentiel, quoi. Il y a énormément d'axes de progression pour Scoot Anderson. J'aurais vraiment du mal à comprendre et ça m'embêterait un peu, surtout quand tu vois un mec comme Brandon Ingram qui va avoir 26 ans, qui continue à progresser. Bon, à un moment, ce serait bien de commencer à être un peu ambitieux, surtout que cette équipe a quand même des atouts. Donc effectivement, moi en fait, j'ai envie d'y croire à Zion Williamson, tu vois, j'ai envie de croire que ce qui se passe là, que ça soit les rumeurs dans la presse, le fait que les Pelicans ne démentent absolument pas catégoriquement ce qui se passe, le fait qu'il y ait du mouvement autour de lui, j'ai envie de me dire, c'est peut-être un peu l'intersaison de la dernière chance, tu vois. C'est les Pels se disent, bon bah allez là, on s'y met, on espère que tout va bien se passer. Et on verra ce qu'on fait au fil de la saison, voire l'été prochain, si c'est toujours aussi inefficace. Mais Zion Williamson, c'est un joueur qui, si ça se passe bien, peut vraiment faire partie des tout meilleurs de cette ligue, tu vois. C'est ça qui est navrant dans cette histoire, Ah, c'est bien que sûr. quelque part, tu as l'impression que les Pelicans commencent à perdre vraiment espoir. Et Dieu sait qu'ils l'ont aidé, Dieu sait qu'ils lui ont tendu la main, Dieu sait qu'ils ont essayé de l'entourer pour lui faire, pour le faire aller dans la bonne direction. Dans sa saison rookie, il a joué 24 matchs. La saison Ouais. d'après, il joue 61 matchs. Cette saison, il a joué 29 matchs. Bien, ils étaient premiers de la conférence Ouest quand ils jouaient. Peu importe qui était là d'ailleurs, que Ingram soit blessé ou pas, peu importe. Ils étaient quasi, enfin, ils caracolaient en tête de la conférence Ouest quand Zion jouait. Est-ce que ça serait maintenu ou pas? En fait, c'est très difficile de juger de ce joueur et de cette équipe telle qu'elle est bâtie aujourd'hui. Et je pense que c'est pas impossible, et ça me semble même être une attitude professionnelle de la part des Pelicans, de se dire, parce que là tu dis ouais c'est peut-être l'intersaison de la dernière chance, mais quand est-ce que tu auras accès à un potentiel talent comme Scoot Anderson à l'avenir? Oui, mais ça, Alors, c'est de la, enfin, tu vois, sachant que Zion aujourd'hui, sa valeur, elle est plutôt basse. Étant donné que il n'a pas joué enfin, il a pas joué toute la fin de saison, il n'a pas joué. Comme je dis, il a joué 29 matchs cette saison. Donc pour l'instant, sa cote, elle n'est pas au plus haut. Mais je pense que les Pelicans regardent sérieusement Scoot Anderson en se disant, est-ce qu'on ne devrait pas filer les clés à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner le navire? Ou est-ce que c'est juste une façon de dire à Zion Williamson, tu n'es pas notre alpha, notre oméga, tu n'es pas notre soleil, tu n'es pas le soleil autour duquel on tourne. Et voilà, et sache que si demain on a une opportunité et que tu ne fais pas le taf, on n'aura aucun problème de t'envoyer ailleurs, quoi. mais Je sais pas. j'ose espérer que c'est un peu ça, et je pense aussi que, tu vois, le fait, parce on sait très bien comment ça fonctionne, hein, quand un insider te dit Brandon Ingram est intouchable, c'est que la franchise lui a dit que Brandon Ingram était intouchable, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi une manière de faire passer des messages pour, effectivement, Bien comme tu sûr. l'as dit, faire comprendre à Zion que, je veux dire, des exemples de joueurs qui ont eu un début de saison extrêmement compliqué et qui derrière se sont rétablis et ont réussi à enchaîner. Il y en a sur ces 4 premières saisons. Joel Embiid, il a joué moins de matchs que Zion Williamson sur ces 4 premières saisons, tu vois. Ça l'a pas empêché derrière de réussir à trouver un équilibre, de réussir par son éthique de travail, par son professionnalisme, de devenir un joueur incontournable de cette ligue, le franchise player de son équipe. Est-ce que aujourd'hui c'est un scénario qui paraît à ce point-là invraisemblable pour Zion Williamson? Elle est surtout là en fait la question, tu vois. Personnellement, franchement, au bout de 3 saisons, je commence vraiment à me dire que cette histoire de Zion. Et quand je vois l'attitude qu'il a, parce que c'est pareil, tu vois, il y a quand même quelque chose de. Ah ouais, mais après 3 saisons de Joel Embiid, on disait quoi? C'était 2 saisons blanches et une saison à 30 matchs. Bah, n'empêche que quand ils lui ont fait signer son contrat avec les clauses qui sont dans le contrat de Zion, Ouais, ouais.
il a fini par répondre présent, à montrer des signes de progression, à corriger son hygiène de vie. Il a fait tout ce qu'il fallait pour vraiment progresser au point de devenir MVP cette saison. Mais je Je veux pense dire, que c'est ce qu'on attend de Zion pour la saison à venir, tu vois. oui, bien sûr, et je veux dire, et je suis d'accord aussi pour le fait de reconnaître que Zion est très jeune encore et Oui. que ses erreurs quelque part sont aussi dues à cette immaturité. Oui, et puis tu vois, il y a peut-être la question financière peut aussi avoir une importance, parce que donc tu as parlé de l'extension que Zion avait signée, et cette extension, elle rentre en vigueur à partir de cette saison, c'est-à-dire que toutes les clauses qu'on a évoquées, elles rentrent en Mhm. vigueur à partir de cette saison. C'est assez bête à dire, mais c'est peut-être ça qui lui manquait, en fait. Tu vois, Zion Williamson, cette carotte financière qui fait que, bah là, il Tout à sait fait, très ouais. bien que s'il veut toucher son contrat, il a plus le choix, tu vois. Et c'est peut-être aussi ça, le déclic, qui va lui faire comprendre que, attention, là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer pour sa carrière NBA. Ouais, on verra ça. Il y a un autre chemin, j'ai mis ça dans mes notes. Il y a un autre chemin pour les Pelicans de faire venir Scoot Anderson, mais il faudra faire des sacrifices financiers après au sein de l'effectif. Mais c'est éventuellement de transférer une grosse partie des premiers pics de draft qu'ils ont récupérés de la part des Lakers dans le transfert d'Anthony Davis. Et voilà, Dieu sait qu'ils ont un sacré pactole en termes de premiers pics de draft. Donc ça voudrait dire que soit les Hornets, soit les Blazers, en fonction de qui prendrait Scoot Anderson, accepterait de récupérer, enfin, rentrerait dans une reconstruction totale Ouais, sans faire venir de joueurs majeurs derrière, quoi. ça semble, pour Charlotte, ça me semble très improbable parce que je pense qu'il y a un moment, il faut quand même passer à l'étape supérieure. Et pour Portland, ça voudrait dire que, bah, ça voudrait dire bye bye Lillard. Enfin, ça voudrait dire beaucoup, beaucoup de choses quand même, tu vois. Ah non, mais c'est sûr que les ramifications, c'est pour ça que j'ai cité cet exemple Hmm. enfin, dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que cette histoire des Pelicans, peu importe si Zion reste ou pas, enfin bref, i- les Pelicans sont aujourd'hui un carrefour, en train de devoir décider de ce qu'ils vont faire à l'avenir avec Zion, avec Brandon Ingram. Est-ce qu'on parie sur encore un nouveau jeune? Enfin bref, Ah ouais, non. il y a vraiment une grosse décision en termes de franchise et de direction. Parce que s'ils transfèrent tout leur pactole de premier pick de draft pour Scoot Anderson, c'est une pression supplémentaire sur tout le monde dans la franchise. Clairement. Ouais, mais moi, je te dis, moi, j'aimerais bien voir cette équipe, j'aimerais bien voir cette équipe retourner en playoff, quoi. Et pour ça, quitte à trade Zion, et ben, tradez-le pour un joueur accompli, et pas pour un joueur dont on espère que dans 2 ou 3 ans, il sera capable d'eux, tu vois. C'est bon, Ouais. donnez à mon Brandon Ingram une bonne équipe maintenant, ça suffit, là. Oui, parce que Scoot Anderson n'arrive pas sans point d'interrogation. Je veux dire, je comprends bien qu'on soit tous impressionnés par ses capacités athlétiques et le fait qu'il soit absolument prêt physiquement à affronter les rigueurs du jeu NBA. Ah ouais, Maintenant, moi, voilà, gros point d'interrogation sur la qualité de son tir extérieur quand même. tout à fait. Plein de gens essaient de se montrer rassurants, mais pour moi, t'as deux chemins qui se profilent pour lui, quoi. C'est soit tu deviens, soit tu suis le chemin de Kawhi Leonard, c'est-à-dire que tout le monde a des interrogations, tu bosses comme un fou et tu parviens à corriger ton tir au point de devenir Kawhi Leonard est devenu un des joueurs les plus efficaces au tir de l'histoire de la NBA, même si lui n'arrive pas à rester sur le terrain non plus. Ouais, et puis avec une beauté dans ses moves, incroyable. Ouais. Soit tu deviens Russell Westbrook, c'est-à-dire un monstre athlétique qui est capable de dunker sur la tête d'absolument n'importe qui, mais qui restera toujours dans la trentaine de pourcentage enfin à 30% à 3 points, voire moins, et qui sera toujours un problème dans cette ligue qui est largement axée vers ta capacité à shooter à l'extérieur, quoi. Ouais. Donc on verra ça. Ja Morant. On va parler de Ja Morant. Ja Morant, est-ce qu'on quand est-ce qu'on va le revoir en NBA? C'est ça la question. Potentiellement pas avant 2024. Tu parlais du fait que Adam Silver avait annoncé le fait de vouloir donner le résultat enfin, révéler la suspension, la durée de la suspension de Ja Morant après les finales NBA. Effectivement, ça laisse penser que ça pourrait être une peine exemplaire, on va dire, une sanction exemplaire, pardon. Euh, Apparemment, c'est potentiellement aujourd'hui, jour où on enregistre notre podcast, que ça va tomber. Wojnarowski, ce matin, sur ESPN, a laissé entendre que ce serait un minimum de 18 matchs. Sam D'Amico, du site Oopswire, a annoncé que ce serait potentiellement une cinquantaine de matchs. Donc voilà, je pense qu'on est sur une fourchette entre 20 et 50 matchs de suspension. Vosges précise aussi que
la vingtaine de matchs de suspension, ça empêcherait Ja Morant d'atteindre la limite des 65 matchs qui, dans la nouvelle convention collective, empêche un joueur de prétendre aux récompenses individuelles pendant la saison. Enfin, lui dit pendant les playoffs, mais je ne sais pas s'il parle des récompenses de saison régulière qui sont données pendant les playoffs ou pas. Enfin bref. Le fait est qu'en tout cas, ça ferait partie de la sanction, le fait qu'il ne serait pas éligible à certaines récompenses. Donc, actionner dans son contrat des clauses qui lui permettent de gagner de l'argent aussi, plus d'argent. Beaucoup de joueurs ont ça dans leur contrat. Ouais, bien sûr. Voilà. T'en as bien parlé tout à l'heure de Ja Morant. T'as encore quelque chose à ajouter là-dessus sur sa durée de suspension ou pas? Avant que je te parle de la malédiction des deuxièmes tours de draft. Écoute, en fait, moi je te dis, je crains un peu, si tu veux, qu'Adam Silver, enfin je le crains pas en fait, parce que je comprendrais s'il prenait une grosse suspension, mais voilà, j'ai un peu, voilà, ça m'étonnerait pas que la sanction soit vraiment sévère, aussi sévère que la première sanction était indulgente, parce que à l'époque, les 8 matchs, c'était vraiment très indulgent, Ouais. et j'ai un peu peur, si tu veux, qu'Adam Silver ressente le besoin de marquer son autorité, parce que c'est très important en fait pour lui de montrer qu'il est capable d'être dur autant que il a quand même une image assez sympathique en réalité Adam Silver jusqu'à maintenant. Il s'est montré compréhensif la Voilà, première c'est ça. fois. Là maintenant il va falloir taper fort sur la table quoi. Exactement. Et donc ça c'est un peu le truc qui me fait craindre moi effectivement qu'on soit quand même plus proche des 50 matchs que de la vingtaine. Et quelque part voilà, je comprendrais parce que c'est aberrant de la part de Ja Morant. Enfin, je lui demande pas personne lui demande d'être absolument irréprochable, mais à un moment, bon, quand tu t'engages en quoi, c'était en mars, je crois, quand tu t'engages en mars à arrêter de faire le con et que en mai tu remets le couvert, tu vois, je veux dire, à un moment, il faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. Oui, voilà, Voilà. tu t'as pas du tout pris tout ça au sérieux, quoi. Et c'est ça. Et il faut bien comprendre, en fait, que pour Adam Silver, c'est pas du tout une situation enfin, Adam Silver ne prendra jamais de plaisir à sanctionner Ja Morant. C'est une catastrophe, en fait, pour la NBA. Bien sûr, c'est une catastrophe marketing. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est pas le port d'armes en tant que tel qui est, je veux dire, dans le Tennessee, je crois que tu as le droit de porter une arme si tu as un permis qui est valable et tout ça. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème sur le fait de posséder une arme. C'est la mise en scène. Ce qui dérange la NBA, c'est la mise en scène que fait Ja Morant sur les réseaux sociaux de lui avec une arme à la main. Que ce soit un jouet ou pas un jouet, puisque je crois que c'est l'argument qui avait été sorti par Ja Morant ou un truc comme ça, mais peu importe en fait. C'est l'image de la NBA que tu donnes et des joueurs qui composent cette ligue que tu donnes, en fait. Et vraiment, pour la NBA, là, on vient de parler de 2 joueurs qui, au moment de la draft de 2019, on se disait, enfin, tout le monde en NBA se frottait les mains en se disant, mais l'avenir de la ligue est assuré parce que Zion Williamson et Ja Morant sont des joueurs formidables ils avaient vraiment la tronche des futurs visages de la ligue, tu vois, des futurs ambassadeurs, des futures icônes de la NBA. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on parle d'eux pour des frasques extra-sportives. Et c'est vraiment c'est catastrophique pour la NBA. Donc c'est aussi pour ça que je pense que Adam Silver peut décider de vraiment frapper fort pour faire un exemple pour les prochains, en fait, quoi. Ouais, on verra ça. Alors, je vais te parler de la malédiction des deuxièmes tours de draft. Parce que j'ai entendu ça dans un podcast. Je crois que c'était Bill Simmons qui a parlé de ça avec son invité l'autre fois. Et ça m'a fait rigoler. Et j'ai regardé un petit peu le listing et j'ai trouvé ça drôle. Tu vas prononcer un nom qui va me faire très mal. Deuxième tour de draft. Alors, je vais essayer. On va faire les 10 ans qui viennent de s'écouler là. Enfin, non, les 20 ans qui viennent de s'écouler. Et on va parler vite fait de chaque genre. L'an dernier, c'était Chet Holmgren. Blessure, manque toute la saison. Jalen Green, Rockets, on touche du bois pour l'instant. Ça va à peu près. James Wiseman, Warriors, 2020. C'est pas fifou. Ja Morant, on est en train d'en parler. Marvin Bagley, les Kings, 2018. Elle est belle celle-là. Elle est magnifique celle-là. Ouais. C'était la draft de Luka Doncic, je le précise. Donc voilà, Marvin Bagley qui joue où maintenant? À Détroit, je crois. Ouais. C'est ça. Lonzo Ball, Lakers 2017. On ne sait pas s'il va rejouer un jour au basket. Arrête, tu me fais mal au cœur. Brandon Ingram, ça va, c'est passable, 2016. Passable? Attends, ça va pas ou quoi? C'est non, bien. mais il est souvent blessé, quoi. Arrête. Non. Mais tu sais très bien que j'adore Brandon Ingram. C'est pour taquiner. C'est parce que tu es trop sensible sur le sujet. 2015, D'Angelo Russell.
Je tousse. 2014, Jabari Parker, les Bucks. Aïe, Waouh. aïe, 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 aïe. 2013, Victor Oladipo, Magic d'Orlando. Victor Oladipo qui n'a plus de genoux. Non. 2012, les Bobcats, Michael Kidd-Gilchrist. Franchement, c'est des barres de rire le truc. 2011, Timberwolves, Derrick Williams. Qui est Derrick Williams? Allez-y, tapez ça sur Google. Vous allez voir un mec avec des dreads. Ça va être drôle. 2010, Evan Turner, Philadelphia 76ers. Pareil, très drôle. 2009, un des all-timers de la malédiction au deuxième pick de draft. Hashim Thabit, Memphis Grizzlies. Absolument génial. 2008, Malik Beasley. Non, Michael Beasley, pardon. Miami Heat. Énorme. 2007, une des exceptions. Kevin Durant, drafté par les Sonics de Seattle. Ça va, lui, il s'en sort pas trop mal. Ouais, ouais c'est la franchise qui a bouffé, par contre. Ouais, c'est vrai. C'est la franchise qui a mangé à sa place. 2006, Lamarcus Aldridge, sélectionné par les Bulls. Il sera transféré. Ouais, pas mal. 2005, Marvin Williams par les Hawks. 2004, Bobcats, Emeka Okafor. C'est pas catastrophique, mais c'est pas fifou non plus. 2003, le fameux pic de Darko Milicic par les Pistons. 2002, Jay Williams par les Bulls. Jay Williams qui aura malheureusement pour lui un grave accident de moto dont il ne se remettra jamais. Il repassera jamais par les terrains quasiment. Donc voilà. Donc sachez que si votre équipe hérite du deuxième pic de draft, c'est chaud patate pour que ça se passe bien. Donc là, t'es en train de me dire ce que Scoot Henderson, il croise les doigts pour être troisième, quoi. Bah ouais. Pareil, un des plus grands noms du deuxième pic de draft, c'est Sam Bowie en 84. Je pense que pour les gens de ma génération, c'est un des noms les plus marquants qui a été choisi avant Michael Jordan. Donc les Grizzlies aussi en 2000, Stromae Swift, c'est énorme, c'est génial. C'est absolument génial. Comment se bananer total, quoi. Ouais. Bref, allez, à toi de... Attends, juste un tout petit truc pour revenir sur la draft de 2019. En fait, ça nous montre quand même, ça, pour finir là-dessus... Mais oui, t'as raison, je voulais parler de la draft 2019. Ça illustre quand même le fait que c'est bien mignon les scouting reports sur les joueurs, enfin sur le jeu, sur le profil physique, c'est bien mignon de comparer les mensurations des uns et des autres. La vérité, c'est quand même que l'éthique de travail et l'entourage d'un jeune joueur, ça fait énormément. Et du coup, ça permet en fait de mettre en valeur R.J. Barrett. Donc, on a toujours dit qu'il avait un entourage incroyable, exceptionnel, que ce mec-là était programmé pour durer en NBA. On parle quand même de quelqu'un dont le parrain est juste Steve Nash, pour ceux qui ne le savent pas. Et finalement, même si c'est pas le plus brillant des trois sur son début de carrière d'un point de vue statistique, bah moi, avec lui, j'ai aucun doute. C'est peut-être le plus sérieux. Voilà, sauf blessure, ce mec-là va faire une carrière complète en NBA. Il a tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de mentalité ou en termes d'entourage pour y arriver. Ouais, t'as Zion en premier, Ja Morant en deuxième, R.J. Barrett en 3, DeAndre Hunter en 4, Darius Garland en 5. Jusque-là, ça va. 6, t'as Jared Culver aux Timberwolves. C'est chaud. Kobe White en 7, ça paraît excessivement trop haut. Jackson Hayes en 8, Rui Hachimura, Cam Reddish, c'était magnifique, ça aussi. Cameron Johnson, qui a un très bon pick, PJ Washington, Tyler Hero en 13, Romeo Langford en 14, Sekou Doumbouya en 15. T'as que des pépites. T'as Brandon Clark en pick 21, Grant Williams en pick 22, Matisse Thybulle en pick 20, pardon, j'ai oublié. Jordan Poole était dans cette draft, 28e 28e. Keldon Johnson aux Spurs, bon choix, 29e par les Spurs. Tyler Hero aussi. Oui, Tyler Hero, c'était, je l'ai dit, en 13 par le Heat. Et finalement, tu as pas mal de pépites au deuxième tour. Tu as Nick Claxton, 31e, premier choix du deuxième tour. Tu as qui? Tu as Daniel Gafford, qui fait plutôt une belle saison, qui était 38e. Tu as Bol Bol, qui, s'il continue sur sa lancée au Magic, pourrait devenir un des bons éléments de cette draft, qui avait été choisi par les Nuggets de Denver, je me souviens. Et t'as un joueur que j'adore, Terrence Mann, qui avait été pris 48e par les Clippers de Los Angeles. Ouais, puis il y a des joueurs qui ont un profil
utile et intéressant. Tu vois, un mec comme Talen Horton-Tucker qui était 46e, Jalen Exact, McDaniels bravo, ouais. 52e, tu vois, tout ça, c'est des mecs qui vont avoir qui ont et qui vont continuer à avoir un rôle en NBA. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, effectivement, tu vois, tu citais Cam Reddish. Après, c'est aussi la preuve que tout va très vite avec une draft. Cam Reddish, quelques mois avant la draft, il était considéré quasiment comme étant un top 3 avec ses compères de Duke, là, donc Zion Ouais, c'est très Williamson et vrai. RJ Barrett. Et Ja Morant n'était absolument pas sur les radars à ce moment-là. Et c'est au fil de la saison que les scouts, petit à petit, se sont rendus compte que ce mec-là, il avait des qualités absolument incroyables. Et c'est aussi ça, un type comme Ja Morant, en fait, il n'était pas programmé pour s'imposer en NBA comme l'était un RJ Barrett qui, depuis avant même le lycée, quoi, savait que c'était ça sa destinée, quoi. Ouais, tout à fait. Allez, Charlie, on enchaîne. C'est à ton tour désormais de donner ton sujet. Ouais, alors Ton moi premier sujet. j'ai plutôt pris des sujets feel good, moi, hein, contrairement à toi qui veut nous faire pleurer sur les cas Ça Zion et Ja va, Morant. arrête de pleurer là, ça va. Donc moi je voulais parler du retour des Sacramento Kings. Pour moi c'est la belle histoire de cette saison, le retour en force de cette franchise qui, non contente de retrouver les playoffs, les Kings ont en réalité sorti une saison incroyable. 48 victoires, troisième à l'ouest, un premier tour des playoffs certes perdu face aux Warriors, ils se sont fait upset, mais les Warriors étaient quand même champions en titre, ils ont réussi à pousser la série en 7, c'était quand même un très bon moment. Ils ont eu une efficacité offensive historique. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que dès le début de la saison, ils ont montré qu'il faudrait compter sur eux. Le duo Fox-Sabonis a vite montré une belle alchimie. Mike Brown a fait une saison de malade en mettant en place un système offensif incroyable qui a mis complètement sur orbite tous les shooters de l'effectif. Enfin voilà. Je pense que c'est ça qui est important d'ailleurs. Les Kings aujourd'hui ont une colonne vertébrale avec Fox, Sabonis et leur coach Ouais. Mike Brown. Il y a cet axe-là qui est très bon. Maintenant, il faut construire autour et on a l'impression que ça va bien se passer, quoi. Bah, en tout cas, on le souhaite. Alors, ok, oui, effectivement, il y a cet échec au premier tour des playoffs, malgré l'avantage du terrain, mais bon, voilà, ils sont tombés vraiment sur une équipe qui était compliquée à manœuvrer, ils manquaient d'expérience à ce Ouais, stade puis de la Fox s'était blessé à la main aussi. Je sais plus Voilà, à quel match, mais et ça ne change rien à leur superbe saison. D'ailleurs, cette saison a été récompensée par des trophées individuels, hein, puisque Mike Brown, si je me trompe pas, a été coach de l'année et que Monte McNair a été dirigeant de l'année. mm, mm, mm. Fox est devenu All-Star. Bon, voilà, il a vraiment passé un cap cette saison. Il est beaucoup plus efficace sous le cercle. C'est un monstre. Je crois que c'est le meilleur joueur de la ligue à son poste en finition au cercle et le joueur le plus clutch de la saison. Et puis quel bonheur de voir l'ambiance au Golden One Center, la tradition du light de beam, la folie de ce public. Enfin vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les Kings, alors que faut rappeler quand même que je suis supporter des Lakers de base. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'abord parce que j'ai envie de revoir jouer cette équipe, ça c'est clair, elle est hyper plaisante à voir jouer. Ensuite parce que j'ai envie de voir la progression de Keegan Murray. Je veux savoir ce que Monte McNair va faire pour améliorer l'équipe. Alors, la nuit dernière, il y a eu des bruits autour d'un intérêt pour Bradley Beal, même si j'ai du mal à voir quels assets les Kings pourraient Ouais. proposer. En ce moment, Bradley Beal, il est un peu sur les tablettes de toutes les Exactement. équipes bientôt de la ligue. Ils ont aussi exprimé un gros intérêt pour OG Anunoby, Ouais. parce que manifestement, Harrison Barnes ne devrait pas rester dans l'effectif. C'est potentiellement un joueur qui va sauter Mhm. du côté des Kings. Mais il y a clairement des choses à faire. Je pense que cette série de playoffs face aux Warriors leur a permis de se faire une idée de ce qu'il faut entreprendre à l'avenir pour continuer d'avancer dans le bon sens. Exactement. Et surtout, bah, on l'a dit, par exemple, on a vu un joueur comme Werther avoir du mal en playoff, même Sabonis. Sabonis, historiquement, en playoff, il peine à être à son meilleur niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut l'épauler? Enfin, voilà, je pense que Monte McNair a déjà montré ces derniers temps, que ça soit sur le choix de Mike Brown, sur les trades qui ont permis de récupérer Sabonis, Malik Monk, Werther, sur la draft de Keegan Murray. Je pense que Monte McNair, aujourd'hui, il a montré que c'était un dirigeant fiable. Tout à Et donc, fait, tout à fait. j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire cet été pour améliorer cette équipe. Parce que moi, j'ai envie de voir cette équipe progresser, quoi. J'ai envie de Je les pense, voir de retour en playoff. je pense que typiquement, c'est une équipe. Tu sais, c'est quand une équipe. Alors, je suis désolé, j'ai parlé de Nuggets. Alerte, alerte. Je vais parler des Nuggets. Quand une équipe comme les Nuggets gagne le titre, tout le monde a tendance à dire tiens, ça va devenir un peu le modèle à suivre à travers la ligue. Je suis pas forcément du tout d'accord avec ça parce que ça dépend beaucoup de tes joueurs et de comment tu construis ton équipe et enfin
ça dépend tellement de choses que c'est compliqué. Pour le coup, les Kings, je trouve que ça correspond à un exemple dont ils peuvent s'inspirer, tout du moins. Avec De'Aaron Fox et Sabonis, tu as l'impression qu'autour de ces deux joueurs-là, qui sont capables de conduire une attaque explosive, Tout à fait. tu as l'impression qu'il faut qu'ils arrivent à les trouver, ce que toutes les équipes veulent aujourd'hui en NBA. C'est des gars 3&D, des shooters capables de défendre, voilà, des mecs qui sont un peu... qui sont dans le même profil que les KCP, que les Bruce Brown, que ce genre de joueurs, en fait. Je pense que c'est le genre de profil que les Kings vont devoir aller chercher pour entourer leur star. Ouais, mais effectivement, là, ils ont une base d'équipe qui va vraiment grandement leur faciliter la vie s'ils parviennent à maintenir ce système-là, quoi. Oui, complètement, ouais. Non, mais effectivement, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Il y a effectivement énormément de, de décisions à prendre du côté des Nuggets et on va voir ce que ça va Les donner. Kings. Des Kings, ouais, pardon. Je suis complètement obnubilé par les Nuggets, tu le sais très bien. Complètement fou avec cette franchise, quoi. Ah, je te jure. Et toi, j'ai pas réussi à tenir ma promesse. Au bout d'une demi-heure, c'est bon, je craque, quoi. Il faut que je parle des Nuggets. Le mec insupportable. Moi, mon deuxième sujet, c'est Anthony Edwards. Anthony Ouais. Edwards qui, encore une fois, j'ai parlé des Nuggets. Pendant le premier tour des Wolves face à Denver, a démontré, je trouve, des grosses qualités. Je regardais l'autre fois ses lignes statistiques face aux Nuggets dans ce premier tour. La façon dont il a joué, alors, c'est ce qu'on a. Je parle beaucoup d'Anthony Edwards également dans ce podcast. Mais quand j'entends le front office des Wolves dire clairement, hein, avant c'était pas forcément très clair, mais dire clairement Anthony Edwards c'est le joueur autour duquel on va tout construire, Ouais. ça me rassure. Je me dis bon, c'est pas mal. Enfin, il y a des bonnes décisions qui sont prises, quoi. Et je pense clairement que lui, Edwards et Jaden McDaniels, c'est les deux pièces majeures que cette équipe a entre les mains actuellement, quoi. Le transfert du Rudy Gobert a été beaucoup critiqué. Toi et moi, on en a déjà beaucoup parlé. La chose qu'il y a à regretter si t'es fan des Wolves, c'est que ça a fait partir des joueurs comme Jared Vanderbilt, Malik Beasley, et qu'il y avait Walker Kessler aussi qui aurait pu être dans cette équipe. Et on a vu à Utah à quel point ce joueur est extrêmement prometteur. Ils se sont également débarrassés de beaucoup de pics de draft. Là, aujourd'hui, tu as un peu un déséquilibre en termes d'âge dans l'effectif. Tu as Anthony Edwards qui a 21 ans. Et derrière, tu as Gobert qui a 30 ans, Mike Conley qui a 35 ans, Kyle Anderson qui a 30 ans. Karl Anthony Towns, il a 27 ans. Comme d'habitude, Minnesota ne sait pas faciliter la tâche. On peut essayer de justifier les décisions qui ont été prises, tout ça. Mais là, clairement, ils ont une pépite en Anthony Edwards. Les stats avancées, les stats brutes, tout indique aujourd'hui que ce joueur est une future superstar de la Ligue. Là, il a signé pour aller rejoindre le Team USA au championnat du monde cet été, ou à la fin de l'été, là. Enfin, je sais plus quand est-ce que c'est, mais il va faire partie du Team USA. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose qu'il se retrouve au contact d'autres stars de la Ligue, notamment pour prendre ce qui lui manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire apprendre en discipline, apprendre en comment travailler, comment se nourrir, comment s'occuper de lui, de son corps, enfin de tout ça. Il l'a dit d'ailleurs pendant il a été interrogé pendant la série contre Denver. À un moment, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu penses du jeu des Nuggets et tout ça, et notamment du mec sur qui tu défends, Jamal Murray. Et il a mis en avant le fait que Jamal Murray était capable de courir sur l'intégralité du match sans manifestement être trop fatigué, quoi. Et il disait, mais c'est extrêmement dur à défendre parce qu'au bout d'un moment, on est épuisé à le courir après en permanence. Il reste jamais en place et c'est très compliqué. Il faut dire que Anthony Edwards jouait largement plus de 40 minutes. Je n'ai pas regardé la moyenne, mais bref. Et je pense que s'il travaille sur tout ça, sur son régime, sur son sérieux dans sa préparation, il y a vraiment un cap à franchir du côté d'Anthony Edwards. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est effectivement un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la ligue. Moi, je t'avoue, je suis un peu. En fait, je me pose des questions sur le timing de la déclaration
et là je suis désolé, je vais pas prendre des gants, mais de la déclaration débile de Karl Anthony Towns qui a expliqué qu'il allait révolutionner le jeu et que quand... Oui, mais attends, Qu'on parlerait de lui à l'avenir voilà. comme quelqu'un qui a révolutionné le jeu. Alors ma première réaction, ça a été de me marrer, et puis après je me suis dit, attends, sortir ça Moi, je juste me marre après... encore. Oui, Ouais. mais sortir ça juste après que Tim Connelly explique que toutes les décisions seraient désormais prises en fonction d'Anthony Edwards, est-ce que c'est pas une façon de dire à la franchise, attendez les gars, moi je suis toujours là, et l'option numéro 1 dans cette équipe, c'est moi, j'ai un contrat max, faut quand même rappeler que Karl Anthony Towns, il a signé une extension, euh, la saison prochaine, ça va, c'est du 36 millions, par contre à partir de 2024, on est sur du 50 millions et plus, et ça monte jusqu'à 60 en 2027-2028. C'est un contrat monstrueux. Donc, bon, comment est-ce que ça va se passer ça? Est-ce que vraiment Karl Anthony Towns est la bonne personne pour être le lieutenant d'Anthony Edwards dans une configuration où Minnesota deviendrait plus ambitieux? Je ne sais pas. En tout cas, Moi, je vais te le dire, clairement pas. Clairement pas, je suis désolé. Je sais pas s'il y a des fans de Karl Anthony Towns qui nous écoutent. Je suis désolé, je sais pas d'être d'être injuste envers Karl Anthony Towns. C'est un bon joueur, mais si tu vois ses performances en playoff, ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on voit ce joueur évoluer en NBA bah, qui ça a fait fait 8 ans, ouais. voilà, qu'il a fait. Ouais, non, mais il a pas fait beaucoup de fois les playoffs, et le peu de fois où il a fait les playoffs, c'est compliqué, et c'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'impact sur le niveau de ses coéquipiers. Il rend personne meilleur autour de lui. Il fait ses stats, il se plaint beaucoup. Alors oui, il est shoot à l'extérieur, oui, il est capable de. Mais il a eu des pertes de balles encore dans cette série face à Denver qui étaient absolument ignobles. Ouais, je suis Où d'accord, mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est dingue qu'il en soit encore là, à cet âge-là, à faire des erreurs aussi où tu te dis, what? oui, mais du coup, si t'es le management des Wolves, qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, Tu te dis, tu récupères ce que tu as perdu dans le transfert de Gobert via Karl Anthony Towns, en fait. Et tu dis à Anthony Edwards, euh, toi et Jaden McDaniels, vous êtes l'avenir. Vous avez 20 ans, 21 ans chez... Quel âge il a, Jaden McDaniels, tiens? 22. 22. On va construire autour de vous. Mike Conley, pour le coup, c'est un vétéran qui peut avoir son utilité. Il a combien de temps Il est Il lui encore signé reste pour un la an. saison prochaine, Mike Conley. Ouais, mais avec un contrat qui est pas totalement garanti. C'est-à-dire que c'est Voilà, pas impossible d'envisager qu'il re-signe pour moins, quoi. exactement. Et Rudy Gobert, il est signé jusqu'en 2025-2026. Bon, c'est peut-être pas la pire chose qui soit. Mais je pense que tu essaies de recouper tes pics de draft et des joueurs de talent Mais qui va en récupérer transférant Karl Anthony Towns. Mais qui va récupérer un joueur qui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sportivement sur Karl Anthony Towns. Aujourd'hui, Qui va vouloir de Karl Anthony Towns en fait, et sacrifier ouais, des pics de draft pour lui? mais c'est Ouais. surtout en fait qui va vouloir d'un Karl Anthony Towns à 50 millions et plus la saison. Mais il finit sa dernière année de contrat, c'est une player option à 61, Mais ouais, 61 millions. je veux dire, C'est... tu te rends compte que qui aujourd'hui dans la ligue va se dire, bah oui, effectivement, à l'intérieur, j'ai besoin c'est d'un Karl fou. Anthony Towns à 50 millions et plus, quoi. Ça, c'est un vrai problème, en fait. Et moi, ça m'embête un peu parce qu'effectivement, Anthony Edwards, il y a plus de débat aujourd'hui. Enfin, la ligne de stats qu'il a posée là, tu l'as évoqué, il tournait en plus de 31 points, 5 rebonds, 5 passes. Enfin, excusez du peu, c'est pas Oui, ce que... et toutes les stats avancées pointent du doigt qu'il est en compagnie des gros performeurs comme Doncic, comme Westbrook, comme Magic Johnson, comme LeBron James. Enfin, Ouais, il est parmi, enfin, à cet âge-là, je veux dire, il fait partie d'une élite bien sûr. C'est-à-dire, de il la a, ligue, quoi. depuis sa draft, je crois qu'il a pas loupé un match. Il ne fait que progresser constamment d'une année à l'autre. Ah, voilà, Après, l'échantillon est tout petit. Hein. Il a joué 5 matchs de playoff dans sa carrière en tout et pour tout. Donc, on va pas non plus s'emballer plus que de raison. ah bah non, Mais non, il je en a sais pas. joué, il a fait un premier tour l'année dernière aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce joueur évoluer sur un terrain, je sais pas, en tout cas, moi, c'est un joueur, quand je le vois, j'ai du mal à... Le seul truc que je vois comme étant potentiellement problématique pour lui, c'est si il ne prend pas un peu plus de plomb dans la cervelle. Une fois qu'il arrivera à maturité dans sa tête, je pense que ça peut vraiment être un joueur, voilà. Ouais, je suis d'accord. Ici, il s'impose une rigueur et une discipline le plus vite possible sera le mieux. Et c'est très dur pour ces joueurs les joueurs de stage là.
Et le plus vite il s'imposera une certaine discipline, le mieux ce sera, quoi. Et oui, mais tu vois, je reviens sur le sujet de début d'émission, c'est aussi pour ça que moi, si Adam Silver décide de taper fort sur Ja Morant, ça m'étonne pas, parce que c'est un message que t'envoies à tous les jeunes joueurs de la ligue. Les gars, concentrez-vous sur le basket, concentrez-vous sur votre carrière, parce que nous, on n'est plus là pour se laisser marcher dessus. Et c'est pour ça que tu veux que ton club se qualifie en playoff. Regarde, Bien là je sûr. parlais de sa réaction en regardant Jamal Murray. Mais t'es un jeune joueur aujourd'hui, tu regardes Jamal Murray, tu dis ce mec-là il s'est fait les ligaments, il est revenu, il te sort une performance en playoff absolument incroyable après une saison régulière où tu peux te dire, regarder cette saison régulière et dire ouais, c'est moyen, c'est bien, mais ça reste moyen. Et en playoff, le gars, tout d'un coup, il tutoie les anges, quoi. Mm. Et je pense que voilà, un mec comme Edwards, tu restes pas insensible à ça quand tu te retrouves dans un premier tour, que tu te retrouves en fait éliminé par l'équipe qui va devenir champion en titre, et tu te dis mais quelque part voilà, j'ai eu devant mes yeux un bon exemple d'un joueur qui a décidé de s'entraîner encore et encore et encore pour atteindre un niveau qui est vraiment impressionnant aujourd'hui, quoi. Donc, Tout à fait. bref. Ton deuxième sujet. Eh ben, mon deuxième sujet, c'est le Thunder. C'est le Thunder d'OKC parce que, alors déjà, il faut Le quand même Thunder rappeler... de Shelton Crane, Voilà. dont on parlait tout à l'heure. Il faut justement bien rappeler une chose, c'est quand même qu'en début de saison dernière, cette équipe est dans le, je sais plus si c'est la plus jeune ou la deuxième plus jeune, bon c'est un détail, mais dans tous les cas, c'est quand même pas l'équipe sur laquelle on misait en début de saison. En parallèle de ça, en août, donc, on apprend la blessure du numéro 2 de la draft, Chet Holmgren, qui se fait un ligament du pied et qui a annoncé août pour toute la saison. À ce moment-là, je pense vraiment que personne n'envisageait pour cette équipe une saison aussi réussie, parce que oui, la saison du Thunder a été une vraie réussite. Bah, ils ont participé au play-in, hein. Non? Exactement, 40 Oui. victoires, Ouais, une ouais. place au play-in, Shai Gilgeous qui nous sort une saison de fou furieux à plus de 31 points de moyenne par match, qui lui permet d'ailleurs de devenir All-Star. Guidé, Guidi, ouais. voilà, Guidi est un joueur vraiment étonnant, deuxième meilleur scoreur de l'équipe, meilleur passeur, meilleur rebondeur. Enfin, je veux dire, ça en dit quand même très long sur sa polyvalence. C'est Josh Guidi si tu le prononces en anglais. C'est comme il y a un auditeur qui m'a repris l'autre fois, enfin qui m'a repris l'autre fois en me disant je supporte pas d'entendre dire Scottie Pippen. Mais Scottie Pippen, c'est comme ça que tu prononces le nom de ce joueur-là en Oui, mais le anglais. problème, c'est que Josh Giddey, il est australien, et que l'accent australien, c'est un enfer. Alors, comment est-ce que Oh tu le oui, dis? Est-ce que pas tu le dis facile. avec l'accent australien? Est-ce que tu le dis avec, J'ai en jamais anglais? Enfin, tu entendu. vois. Il va falloir que je m'impose d'entendre un commentateur australien prononcer le nom de Josh Giddey. Ouais, bah, bon courage, parce que c'est pas, c'est pas un bonheur à écouter, Je vais pas me l'accent lancer dans le australien. truc maintenant. Vas-y, pardon, continue, excuse-moi. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs dans cette équipe. On a déjà parlé de Lugendort, que je crois tu aimes beaucoup. Jalen Oui. Williams a montré des choses hyper impressionnantes qui lui ont permis d'ailleurs de finir deuxième du trophée de rookie de l'année, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai très très hâte de voir comment il va se développer. Enfin bref, vraiment, c'est une saison qui est très réussie et sur laquelle la franchise doit absolument capitaliser, parce qu'on en a vu plein Et, des exemples ouais. d'équipes jeunes qui réussissent une très belle saison, mais qui ne parviennent pas à construire là-dessus. Il y a surtout un jeu proposé par leur coach, Marc Degnaud. Alors lui, c'est pas. Marquinhos. Alors lui, va prononcer son nom de famille, quoi. J'ai entendu toutes les formes. Marc Degnaud. Bref. On va dire Denio, c'est bien Denio. Voilà. Le jeu proposé par ce coach avec cette équipe de jeunes joueurs, enfin, c'est rare que des joueurs avec aussi peu d'expérience jouent avec une telle vista sur le terrain, quoi. Je veux dire, Ouais. ils sont vraiment. Cette équipe est magnifique à voir jouer, vraiment. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'attends vraiment maintenant de voir ce que le front office va pouvoir faire, parce qu'ils doivent absolument permettre à ces jeunes de passer un cap, les entourer, par exemple, de quelques vétérans bien choisis à des postes clés, voir quels jeunes tu conserves à tout prix pour l'avenir, éventuellement développer d'autres joueurs encore plus jeunes, parce que t'as quand même un mec comme Ousmane Dieng qui a 19 ans, Pokusevski qui a 21 ans, qui ont un certain potentiel. Donc on attend de voir aussi quelles décisions vont être prises à ce sujet-là. On attend évidemment de voir Chet Holmgren sur un parquet NBA. Enfin voilà, aujourd'hui en fait, le Thunder, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a tout ce qu'il faut comme asset, que ça soit en termes de joueurs pour monter des trades ou pour des choix de draft. Il me semble, j'ai survolé ça rapidement avant le podcast, mais je crois qu'entre 2023 et 2025, ils ont 9 choix de premier tour. 9. Donc voilà, ils sont hyper intéressants sur le marché des trades, même sur le marché des agents libres. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils présentent aujourd'hui un intérêt pour beaucoup de joueurs qui voient bien à quel point cet effectif est prometteur et à quel point l'avenir peut être radieux.
Donc voilà, je trouve vraiment que la franchise a toutes les cartes en main et j'ai très très hâte de voir les choix qui vont être faits cet été et dans les années à venir Tout parce à que fait. on tient potentiellement là une des franchises qui peut s'imposer comme une des forces les plus importantes de la ligue dans les saisons à venir. Complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est une des équipes les plus fun à regarder jouer. Bah ouais. Vraiment, dans la saison régulière, c'est pas facile de regarder tous les matchs tout le temps. Il y en a tellement en permanence. J'ai beau être ultra fan de NBA, c'est quand même très compliqué de tout regarder. Enfin, c'est humainement pas possible, sauf si tu fais ça tout le temps. Mais le Thunder, ça reste une des équipes, c'est une des valeurs sûres. Si tu veux suivre une jeune équipe pleine de talent, qui joue bien, qui se démène, avec, comme tu dis, Shai Gilgeous-Alexander, qui est vraiment une star à part dans la ligue, je trouve, parce qu'il il a Ouais. un jeu vraiment très singulier. C'est une valeur sûre. Bah, Y a c'est ça. pas, y a pas à dire. Pour l'anecdote, il me semble bien qu'en tout début de saison dernière, on avait fait un preview, enfin un podcast où on évoquait justement 3 équipes à suivre, et il me semble bien que tu Ah avais oui, mis oui, le oui, Thunder dans les bien 3 équipes sûr. à suivre. Et bien vu, parce que effectivement, la saison qu'ils ont fait est magnifique, quoi. Et franchement, j'ai douté de la stratégie du Thunder, sa collecte incroyable de premier pick de draft, tout ça, à la fin de premier tour de draft. Je me suis toujours demandé où ça amenait, mais on voit bien aujourd'hui, clairement, enfin là, j'ai plus d'interrogation. L'an dernier, la saison dernière, m'a fait prendre conscience à quel point j'avais sous-estimé le coach et Ouais. j'avais sous-estimé la cohésion de cette équipe. Comment ils ont pensé cet effectif, en fait. Et le département de scouting du Thunder, franchement, c'est waouh. Oui, c'est magnifique. Mais maintenant, justement, on va les juger sur autre chose. Oui, oui, C'est-à-dire ils vont que, rentrer dans une voilà, nouvelle étape de leur évolution. c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut que le front office comprenne que bah, l'avenir, c'est plus de faire un bon scouting à la draft. Tu vois, l'avenir, là, c'est Ouais, de réussir à trouver les bonnes pièces pour faire progresser ces joueurs. ouais, complètement. De toute façon, plus tu avances, plus les exigences augmentent et plus c'est compliqué, quoi. Exactement. Les gens deviennent impatients et puis bah, ta marge d'erreur, elle est beaucoup plus mince. Mon dernier sujet à moi, tu vas rire. Bah, je m'en vais. On va parler de mon joueur préféré, Ouais. Kyrie Irving. Kyrie Irving qui ne fait plus parler de lui quasiment presque. Enfin, il a du mal, hein, il a du mal à résister, mais depuis la mi-avril, Dallas ayant réussi à ne pas se qualifier en playoff suite à sa venue dans le Texas, c'est un peu vrai, j'exagère, mais c'est un peu vrai. Pour le moment, concernant le destin de Kyrie Irving, ce sont les Mavericks clairement qui possèdent les cartes en main pour le faire revenir. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il touchera le maximum d'argent et qu'on sait que Kyrie, c'est un peu ce qu'il recherche quand même pendant cette intersaison. Et ça va être compliqué pour lui d'accepter d'aller jouer ailleurs. On sait aussi que les rumeurs l'annonçant aux Lakers ne s'arrêtent jamais et que LeBron James, lui non plus, refuse de lâcher l'affaire. Il a toujours envie que Kyrie soit là et il continue de trépigner autour de Rob Pelinka pour qu'il le fasse venir en Californie. On a entendu récemment que Houston serait également intéressé par Kyrie. Pour le coup, eux, ils ont de l'argent à offrir. Ça se passera jamais sans l'accord de Dallas. Bref, j'ai quand même compté, Charlie. Ça fait 6 ans maintenant que Kyrie Irving ne propose rien de concret d'un point de vue sportif en NBA. Qu'il enchaîne les déceptions au gré des clubs. 3 clubs en 6 ans. Ces highlights, manifestement, continuent d'hypnotiser une partie des fans et des dirigeants NBA au point qu'on continue de dire « Ah ben, il faudrait donner ci, ça pour faire venir Kyrie et on voit pas le problème. » Charles, est-ce que... Enfin, quand est-ce que Kyrie Irving perdra sa capacité à être un joueur productif en NBA aux yeux des personnes? Bah, je pense que c'est pas pour tout de suite. Bah, moi, déjà, je suis moins Dans dur que l'optique, toi. d'un joueur capable de jouer l'intégralité d'une saison, de faire partie d'un groupe et de jouer la régulière et les playoffs. Qu'on se comprenne bien, parce que jouer 10 matchs et planter des... Parce que ces chiffres sont absolument incroyables quand il joue, hein. On est Bah d'accord. oui, mais Le tu vois, gars, c'est un dieu ballon en main. oui, mais on peut pas lui mettre sur Mais le bon. dos le fait que Dallas se soit pas qualifié en playoff cette saison, tu vois. C'est pas Non, possible, en fait. c'est vrai, Il hein, est pas, ça va. d'abord, non, mais je te dis pas ça dans le sens où, tu vois, J'ai dit que je rigolais, c'est pas c'est ça, possible, mais je sais ça. bien. Mais en fait, tu vois, il a été trade, en fait. Enfin, tu vois, il est pas dans un cas de figure où, Non, il a bon, demandé, non, il a non, demandé mais à être oui,
préféré. Mais oui, non, mais je suis d'accord, mais il a pas dit, moi, l'association avec Doncic, je suis persuadé que c'est ça qu'il me Tout à faut fait. et que ça va fonctionner, je veux aller à Dallas quoi qu'il arrive. Si tu veux. En fait, moi, la vingtaine de matchs qu'il a fait à Dallas, honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal, en fait, quoi. Je trouve qu'il a quand même fait des choses assez intéressantes. Je trouve qu'il a réussi à plutôt bien s'adapter au jeu de Luka Doncic, alors que moi, c'était quand même une association dans laquelle je ne croyais pas du tout, hein. Pour rappel, on en avait parlé au moment du podcast, et pour moi, c'était une énorme erreur, ce trade. Mais Moi, j'ai trouvé ça d'une tristesse. Enfin, je trouvais qu'ils jouaient l'un à côté de l'autre, mais jamais t'as senti qu'il y avait un truc qui prenait entre eux, quoi. Je sais bah pas. moi, j'ai trouvé que le jeu sans ballon de Kyrie pouvait vraiment être intéressant pour Luka Doncic. Ah ouais. Maintenant, en fait, En fait, je sais pas, je sais pas très bien quoi dire parce que si Kyrie veut quitter Dallas cet été, ben moi j'aurais du mal à le critiquer pour ça, à condition qu'il fasse un choix sportif en privilégiant par exemple une équipe plus cohérente. Là, j'aurais absolument rien à dire. Maintenant, effectivement, s'il finit par aller à Houston pour signer un contrat colossal, on va se lâcher, il y a aucun problème. Mais de toute façon, la vraie question, en fait, c'est Luka Doncic. Je veux dire, Luka Doncic, il vient de regarder les playoffs depuis son canapé. Il a encore une fois vu un joueur européen conduire son équipe au titre après Yanis en 2021. C'est évident. T'as vu les photos de Luka Doncic là, qui s'entraîne comme un taré et Mais ouais, qui a l'air fit comme jamais là? mais après, tu vois, genre, quand on parle de la mauvaise fin de saison de Dallas, Doncic, par exemple, on peut pas l'exonérer de toute responsabilité. Alors, on sait qu'il a eu des problèmes personnels, on sait qu'il était visiblement pas très heureux. Alors attention, ça l'a pas empêché de faire des stats de fou, hein, parce que ça reste un mutant, ce mec-là. Mais bon, voilà. Où est-ce que Luka Doncic en est de ses soucis Où est-ce que Dallas en est vis-à-vis, je suis désolé, mais de Jason Kidd, qui vraiment a du mal à tirer son épingle du jeu, a du mal à mettre sa patte sur cette équipe. L'équipe, elle est pas cohérente, de toute façon, il y a trop de manques, ça on le sait depuis le début. Et c'est Et aussi un puis, peu... mais oui, j'ai envie de te dire que cette histoire n'est pas réglée du tout et que je vois pas du tout comment ils vont régler ça. Enfin, je veux dire, d'un point de vue contractuel, aujourd'hui, Dallas, les solutions qui s'offrent à eux sont quand même hyper faiblardes, quoi. Mais de toute façon, même juste après le trade, en fait, le trade de Kyrie, il a eu lieu quelques jours avant la deadline. Et en fait, à ce moment-là, on s'attendait tous à ce que Dallas continue à bouger sur le marché. Tu vois, on se disait, mais c'est pas possible, en fait. Je veux dire, à un moment, le basket, il faut le défendre parfois, tu vois. Et, et donc, on s'attendait à ce que les Mavs continuent à bouger sur le marché, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, vraiment, pour moi, la question... Déjà, moi, si je dois faire un pronostic, je pense que Kyrie va rester à Dallas. Et d'ailleurs, même dans son délire de jouer avec LeBron, l'idée c'était clairement de faire venir LeBron et pas de lui rejoindre LeBron à Los Angeles. Et de toute façon, en fait, Dallas, ils ont pas vraiment le choix. Ils sont dans une situation où, bah, t'es obligé en fait de lui proposer un contrat. Le signal envoyé à Doncic serait trop mauvais. Ça reviendrait à dire qu'ils se sont complètement plantés dans le trade de février, qu'ils ont perdu les Dorian Finney-Smith, Dinwiddie pour rien. Donc tu reconstruis sur Hmm. quelle base en fait si tu perds si tu perds Kyrie, tu reconstruis sur la base Doncic Hardaway. C'est bien pour ça que je cite Kyrie Irving au-delà du running gag qu'on a toi et moi autour de ce personnage. Je trouve que Kyrie Irving aujourd'hui a un pouvoir assez extraordinaire sur l'intersaison, sur l'avenir de Dallas, sur pareil l'entente dans le vestiaire des Lakers l'entente entre LeBron James et Pelinka, enfin tout ce que ça implique du côté de Kyrie, enfin c'est assez fou en fait. Alors oui, c'est vrai, à condition qu'il ait encore une vraie cote sur le marché. Et rien ne garantit aujourd'hui que ça soit vraiment vraiment le cas au regard des dernières saisons qu'il a fait. C'est-à-dire que si demain, tu vois, il teste le marché et qu'il se rend compte que bah il y a personne qui est prêt à lui filer un contrat max ou à lui filer le contrat longue durée de ses rêves, etc., etc. Si Dallas peut le conserver avec un contrat qui est à peu près raisonnable, pourquoi pas? Bah sinon, effectivement, bon courage pour la suite, les gars. Mais Breaking news, Charlie, Michael Jordan vient de vendre ses parts dans le club des Hornets. oh, Il met fin peut-être que la franchise va enfin, progresser. il n'est plus le propriétaire majoritaire du club. Il vient de vendre, voilà. Je pense qu'il va rester à une certaine hauteur Enfin, il fera partie des minoritaires. Je pense pas qu'ils veulent la totalité, mais il ne sera plus le décisionnaire. D'accord. Ça vient de tomber. Pardon, excuse-moi. Bon, aucun problème, c'est important, c'est cool. D'accord, bah écoute, voilà, bah écoute,
Peut-être qu'il va vouloir monter un club avec Kyrie Irving maintenant, on ne sait pas. Je pense pas, non. Je ne pense pas non plus. Ton dernier sujet, c'était quoi, Charlie? Mon dernier sujet, effectivement, enfin forcément, en tant que fan, je peux parler des Lakers post-trade deadline. Ah, On va pas refaire l'histoire du début de saison des Lakers. Tout le monde doit à peu près se souvenir de l'état de l'équipe avant la deadline, avec un effectif totalement déséquilibré, pas fonctionnel du tout, un Westbrook qui était pas du tout adapté aux besoins de l'effectif, la frustration qu'on ressentait, que tous les fans des Lakers ressentaient. Et puis il y a eu la trade deadline et les moves réalisés par Rob Pelinka, le general manager, qui ont permis notamment de récupérer Hachimura d'abord en janvier, puis D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et d'autres, tout en se débarrassant de Westbrook et sans totalement se faire déplumer, parce qu'ils ont quand même réussi à garder un choix de 2029 qui était très désiré. Donc voilà, écoute, les changements, enfin les mouvements ont été pertinents, on s'en est très très vite rendu compte, l'équipe a totalement changé de visage, a fini la saison régulière en trombe avant de s'offrir un run en play-off qui paraissait totalement fantaisiste quelques mois avant. Alors forcément, la saison se termine un peu difficilement parce que c'est jamais agréable de se faire sweeper, même en finale de conférence. Mais quand on se souvient où cette équipe en était au début de la saison, ou même au début de l'année 2023, c'est quasiment inespéré. Et pourquoi je veux parler de ça ? Parce que j'ose espérer en fait que LeBron va comprendre en fait. Que d'ailleurs LeBron a été très élogieux juste après la deadline pour complimenter les mouvements réalisés par la franchise, etc., etc. Et en fait, moi, ce que j'espère, c'est qu'il comprend que c'est une nouvelle preuve du fait qu'il doit faire plus confiance à son front office. Il doit laisser bosser Rob Pelinka, qui depuis qu'il est à ce poste a plusieurs fois démontré son savoir-faire sur le marché des trades. Voilà, au-delà de la métamorphose de l'équipe sur cette fin de saison, ces transferts, enfin ces trades ont aussi permis de récupérer une flexibilité financière importante, plus importante en tout cas pour cet été. D'ailleurs, la majorité des joueurs récupérés étaient en contrat expirant. Il me semble que seul Vanderbilt a un contrat garanti pour la saison prochaine, mais pour un montant rêvé. Je crois qu'il est sous les 5 millions. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer cet été, mais j'ai envie de croire que la franchise, en s'appuyant là-dessus, peut faire comprendre à LeBron James que son délire de troisième star n'est pas du tout la meilleure recette. Et d'ailleurs, ces dernières saisons, les super teams n'ont pas du tout eu le succès espéré. Et donc j'espère, je croise les doigts sur le fait qu'il laisse bosser Rob Pelinka. Et aujourd'hui, la donne pour les Lakers, elle est claire. Ils sont décidés à conserver à la fois Austin Reeves et Rui Hachimura. Reste à voir ce qui va se passer pour le poste de meneur, parce que D'Angelo Russell, malgré... Oui, c'est ça, ouais. Voilà, il a eu quelques fulgurances, mais c'est clairement pas le profil le plus adapté. Et à l'intérieur, où le manque de taille a été un gros souci en play-off. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer côté Lakers. Effectivement, tu as l'impression qu'une fois qu'ils sont retombés qu'ils ont renoué avec le fait d'avoir un effectif beaucoup plus dense autour de LeBron James et d'Anthony Davis, tout de suite, ça a changé le visage de l'équipe et ça leur a permis de faire le beau parcours qu'ils ont fait. Parce que franchement, une finale de conférence, c'était inespéré il y a quelques mois de ça. Ah, c'était complètement inespéré. Donc, ouais, effectivement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Après, on sait tous le deal avec LeBron James, c'est que lui, il part du principe qu'il ne veut pas attendre, qu'il ne peut pas attendre, que ça se joue maintenant, tout de suite. Ah oui, mais bon... il n'aura jamais assumé son erreur d'avoir poussé pour faire venir Russell Westbrook. Non. C'était quand même l'erreur monumentale et stratégique, on va dire, de sa fin de carrière aux Lakers. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, on verra bien ce qui se passera de leur côté. Mais ouais, effectivement, les Lakers seront, quoi qu'il arrive, avec LeBron James et Anthony Davis, une équipe qui va compter. Et c'est sûr et certain que pendant cette intersaison, ils vont jouer un rôle majeur dans les signatures des free agents et dans les mouvements de joueurs, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Animateurs. Ouais. Et puis surtout que voilà, Austin Reeves par exemple va être très courtisé quoi. Ouais, complètement ouais. Ça me fait marrer juste un chiffre qui est sorti sur Michael Jordan là. Les Hornets depuis qu'il a pris le club sous sa coupe, c'est 3 participations en play-off en 20 ans, 4 saisons à 50% de victoire en 20 ans. Jordan avait acheté la franchise 275 millions en 2010 et il pourrait la revendre 1,7 milliard de dollars. Ouais, non, c'est effectivement, d'un point de vue business, c'est très réussi. D'un point de vue sportif, moyennement. En tout cas, en termes de business, la NBA, c'est un business. Ah oui, non, mais je sais bien. Et surtout, effectivement, lui est celui qui l'a le plus vite compris. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Écoute, c'était avec plaisir, comme toujours. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve
Vendredi prochain, ça y est, on reprend un rythme normal à la semaine, un rythme hebdomadaire. Et la semaine prochaine, on parlera de la draft. Voilà, avec logiquement Jérémy de QBasket qui sera avec moi pour parler un petit peu de ça. Comme je vous ai déjà dit, on parlera pas de la draft à proprement parler. On laisse les copains d'envergure, tout ça, faire le boulot pour décrypter tous les profils des joueurs qui seront sélectionnés. Nous, on va parler plutôt des transferts des joueurs NBA en conséquence des choix de draft et des échanges de picks et tout ça. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon week-end, une très bonne semaine et à vendredi prochain. Ciao.